Une baleine, des SDF, un camion de glace. Si vous vous demandez quel est le rapport avec Mad Max, c'est que vous êtes au bon endroit. Ici Théo de Brick and Stories, la chaîne où c'est là qu'on cause et qu'on brique. Aujourd'hui on cause de Mad Max Fury Road et on brique une Mad Car. Générique. Pour ce second opus de Brick and Stories, nous parlerons donc de Mad Max Fury Road, et pour illustrer cette vidéo, je vous inviterai à retrouver mes petites mimines en train de fabriquer un mock, une création en Lego personnelle, 100% unique, vraiment exclusive à la vidéo. Je vous inviterai à télécharger en lien dans la description le manuel d'instruction si vous souhaitez vous-même le reconstruire de votre côté. Et si vous le faites, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait m'identifier sur Instagram, simplement en taguant le nom de ma chaîne, ou bien à m'envoyer un message sur Instagram, auquel cas je me ferai plaisir de regarder puis de republier ce que vous avez créé. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi jusque-là toutes mes vidéos, que ce soit sur la chaîne secondaire de replay ou la chaîne principale où j'ai fait pour l'instant une seule vidéo sur Brick and Stories d'une partie 2. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder, elle est dans la description. Alors, pour ce mock en question, dont vous avez dû voir dans la miniature un petit aperçu, vous constaterez très vite qu'il est un peu plus imposant que le précédent, l'ornithoptère d'une partie 2. Cette fois-ci, ce sera un mock à l'échelle des figurines, donc c'est-à-dire qu'on pourra mettre jusqu'à 3 figurines plus une debout à l'intérieur de ce véhicule-là. Il sera composé donc de beaucoup plus de pièces que les précédents mocks, et vous pourrez retrouver bien sûr toutes les pièces dans le manuel d'instruction. Alors ici, pas de Wikipédia, de résumé de faits narratifs chronologiques, etc. Non, pas ici. Ici, ça ne sera que des anecdotes croustillantes, simples, efficaces, sympathiques. Si vous êtes prêts, moi je le suis. Alors c'est parti, on y va. Avant toute chose, je voudrais vous raconter une petite histoire. Remontons dans les années 50, en Australie, plus précisément dans la petite bourgade de Chinchilla. Dans cette bourgade, un jeune garçon passe ses samedis après-midi à regarder des films. Ces films vont avoir un impact sur lui et son imagination. Il va commencer à développer un monde post-apocalyptique et désertique où seul le chrome et le pétrole sont vénérés. Ce n'est pourtant que bien plus tard, lorsqu'il est interne dans un hôpital, qu'il se prit à nouveau à s'évader dans cet univers. Il imagina alors un personnage cherchant à fuir la violence et la folie d'un monde dépourvu de société. C'est ainsi qu'est né Mad Max. Mad Max, ce héros qui fera connaître le nom de ce jeune garçon qui n'est autre que George Miller. Alors je ne suis pas ici pour vous parler de Mad Max 1 ou 2, sortis respectivement en 1979 et 1981, mais bien de Fury Road, sorti en 2015. Vous vous dites sûrement que 34 ans pour faire une suite, ça commence à faire, et vous auriez raison. Sauf que Fury Road n'était ni une suite, ni en production depuis 34 ans. C'est en 1998 que Miller a eu l'idée de Fury Road. Malheureusement, plusieurs déconvenus sont venus ralentir le projet. Par exemple, en 2003, c'est la guerre en Irak. En 2010, ce sont d'intenses pluies qui ont eu lieu en Australie sur le lieu du tournage qui était censé être dans un désert, mais la pluie a fait pousser de la végétation et a attiré énormément d'animaux. Donc ça repousse en 2012. Et là, cette fois-ci, ils décident de tourner en Namibie. Le problème, c'est qu'ils sont obligés d'arrêter le tournage au bout de quelques mois car ils ont dépassé le budget. Mais rien ne découragera notre cher Georgie qui réussit à tourner ses dernières scènes et met fin au tournage aux environs de décembre 2012. Comme il ne fait rien comme les autres, George Miller a laissé de côté les scripts habituels. Vous savez, un script est une sorte de scénario décrivant les détails techniques de chaque scène avec les paroles, etc. Là, pour son film, il a mis ça de côté et il a décidé de se focaliser sur des storyboards. Storyboard étant une sorte de bande dessinée décrivant toutes les scènes de façon plus ou moins précise, et un film étant avant tout visuel, quoi de plus logique que d'utiliser des storyboards. Et pour en rajouter une couche, Miller voulait filmer en noir et blanc, mais les producteurs lui ont fait comprendre que ça risquait de rebuter le public. Pour autant, une version 4K noir et blanc est sortie quelques années plus tard. Comme quoi, George, il avait du pif, hein. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'univers dépeint dans ce film, on ne peut pas lui enlever une chose, son sens du spectacle. Près de 80% des effets visuels sont des effets pratiques, réels. Tandis que les effets numériques présents servent essentiellement à effacer des câbles, agrandir le paysage, faciliter les transitions de plans, etc. Et vous voyez là le bras gauche de Furiosa? Eh bien dans ce cas-là, les effets numériques et pratiques ont été utilisés de concert pour réaliser ce bras-là. L'actrice porte un long gant vert et une prothèse métallique autour du bras. Son gant vert est ensuite effacé numériquement et remplacé par des mécanismes. Et je pense que Tom Hardy peut attester de l'aspect réel de cette prothèse, tout simplement parce que lors d'une scène d'action, Charlize Theron est venue lui casser le nez. Accidentellement bien sûr. Contrairement à beaucoup de films, les acteurs de Fury Road n'ont pas été épargnés. Zoe Kravitz disait dans une interview, et je cite, « Tout ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment passé, il n'y a pas de fond verte.
J'ai vraiment été extirpé du camion très haut dans les airs. Ou encore Tom Hardy, qui s'est retrouvé suspendu la tête en bas entre deux voitures. Bien que ce dernier ait effectué la plupart de ses cascades lui-même, il restait accompagné sur le plateau de son cascadeur doubleur, Jacob Tomuri, sa doublure pour les scènes les plus complexes. En tout, Fury Road, c'est environ 150 cascadeurs, dont 65 qui ont même pu incarner des Warboys. Ce sont des membres de l'armée du grand méchant Immortan Joe, une bande de fanatiques accros au chrome et au pétrole. D'ailleurs, une partie de ces cascadeurs étaient des gymnastes olympiques, ou même des acrobates du Cirque du Soleil. Pour s'assurer de l'intensité et du réalisme de certaines séquences, un système appelé Edge Arm, une sorte de grue articulée placée sur le toit des voitures, permettait de filmer les acteurs et cascadeurs en train de sauter de toit en toit. Vous saviez que les Warboys avaient tous une histoire personnelle? Miller aimait demander aux acteurs, plus précisément aux cascadeurs qui incarnent des Warboys, à quoi pourrait correspondre telle ou telle déchirure sur leurs vêtements, accessoires, peintures, et ceux-ci devaient avoir réfléchi à une histoire cohérente par rapport au passif de leurs personnages. Tant que nous sommes sur les personnages secondaires, je peux aussi vous dire que la plupart du peuple assoiffé là d'Immortan Joe qu'on voit au fin fond de la citadelle étaient des SDF recrutés dans les rues de Sydney. On peut dire que c'était un choix pragmatique. Et d'ailleurs, ce même Immortan Joe là, le grand chef, dans le script initial, il ne devait pas ouvrir des vannes et déverser de l'eau sur son peuple, mais ouvrir des vannes et déverser des pommes de terre. Dans Mad Max, il y a Max, mais surtout Mad. Mad qui veut dire fou, comme disent les ricains. Et quoi de plus fou? Une guitare. Attendez, je reprends. Quoi de plus fou qu'un lance-flamme? Attends, j'ai mieux. Quoi de plus fou qu'une guitare sur un lance-flamme? Ah, pas mal, hein? Eh bien, George Miller l'a fait. Lors d'une course-poursuite, on peut voir un Warboy juché sur un véhicule, guitare lance-flamme à la main, lâchant des gros riffs qui tâchent. Alors là, c'est sûr que ça change de la guitare couture. L'ourlet en fa dièse, on reprend. Pour incarner ce foufou pyromane, on peut remercier Sean Hape, musicien australien, plus connu sous le nom de Lota Yota. Je ne sais pas trop, mystère. Cette gratte pesait tout de même plus de 60 kg et était réellement fonctionnelle. Il contrôlait lui-même l'arrivée de gaz avec le bitonio qu'on appelle la Whammy Bar, cette petite barre qui fait ouin ouin ouin. Il faut savoir que Miller a tenu à ce qu'il y ait une ambiance très particulière sur le tournage, et pour entretenir cette ambiance-là, presque post-apocalyptique, hardcore, hard rock, il a demandé à ce que ce musicien soit présent tous les jours du tournage pour mettre l'ambiance avec sa guitare. Quand je pense à ce film, je pense au soleil, au sable, à l'air chaud. Bref, désert quoi. Qui dit désert, dit dune. Qui dit dune, dit que j'invite tous ceux qui n'ont pas encore vu ma première vidéo sur Dune partie 2 de Denis Villeneuve à aller s'y rendre tout de suite. Vous retrouverez le lien dans la description. Si ça vous plaît, abonnez-vous, lâchez un like, commentez. Si ça ne vous plaît pas, abonnez-vous, lâchez un like, commentez quand même. C'est gratuit. Ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui l'ont fait, ça me fait vraiment plaisir, parce que ces vidéos prennent beaucoup de temps à monter, et merci à tous ceux qui suivent ça. Reprenons, le désert. Il ne vous aura pas échappé que dans le désert, il fait chaud, mais aussi très froid, une fois la nuit tombée. Les équipes sur place devaient constamment jongler avec de brusques changements de température et de météo, ou encore la corrosion du sel et du sable qui vient abîmer leur matériel, que ce soit les caméras, véhicules, équipements divers et variés. La plupart des scènes de course-poursuite ont été tournées dans un désert en Namibie. Il faisait parfois si chaud, plus de 50 degrés, que les pneus se mettaient à surchauffer. Alors certes, c'était challengeant, mais ils avaient la place. Ils avaient beaucoup de place. L'équivalent de 3 terrains de football réunis. Ça permettait d'accueillir environ 1000 techniciens sur place en permanence. Et pour les scènes les plus complexes, jusqu'à 1700 techniciens pouvaient être sur place. Et pour ne rien arranger, les lieux de tournage n'étaient jamais les mêmes. Ils sont allés changer jusqu'à 6 fois de localisation en 4 mois. Et vous en voulez encore plus? L'équipe de tournage filmait de 12h à 14h par jour, 6 jours sur 7, pour n'avoir qu'entre 24 et 30 secondes d'images valables. Je le rappelle, le film dure 2 heures. Je vous laisse faire le calcul, moi j'ai arrêté les maths en secondes. Il n'y a pas que le tournage qui soit démesuré, mais aussi le montage. La monteuse, Margaret Sixel, a dû dérocher près de 470 heures d'images. Ça lui a pris 3 mois rien que pour tout visionner. Bravo à elle, bravo madame. Une petite session gossip et drama, ça vous dit? George Miller, comme beaucoup de réalisateurs, n'était pas forcément le plus facile à vivre sur les plateaux. Tom Hardy et Charlize Theron ont particulièrement mal vécu le processus de tournage et l'ont fait savoir. Ils étaient incapables de comprendre ce que Miller cherchait à filmer ou attendait d'eux lors des scènes de tournage. Hardy déclarait à la conférence de presse de Cannes qu'il y voyait un barrage incessant de complexité pour une histoire assez linéaire. Il a quand même fini par reconnaître que Miller était brillant et s'est excusé de son incompréhension et de sa frustration sur le tournage. Tout est bien qui finit bien.
C'était l'instant drama et gossip, gossip. Prenons Mad Max Fury Road comme sujet de cette vidéo, je ne pouvais pas passer à côté d'un mock de véhicule. Quoi de plus représentatif que 4 roues, un énorme V8 et des flammes. A l'instar des véhicules dans ce film, qui sont tous fonctionnels, ma Madcar le sera aussi. Ses roues avant peuvent tourner, et tout est à l'échelle des figurines. Vous verrez le résultat à la fin de la vidéo. Si j'ai pioché dans mon stock de pièces pour concevoir mon véhicule, les techniciens du film, eux, ont été récupérer des carcasses de voitures vintage dans des casses, ainsi que tous les objets et bidouilles qu'ils pouvaient trouver. Le département artistique a dû créer plus de 150 véhicules, rien que ça, et mieux encore, le sound design de certains véhicules est plus subtil qu'il n'y paraît. Par exemple, le War Rig, camion lourdement armé, blindé, transportant du carburant, des vivres, etc. Pas un petit modèle hein, en soi, gros camion. Eh bien, il ne se contente pas simplement d'un gros son de camion survitaminé, ça non. Ils ont été jusqu'à ajouter un chant de baleine. On l'entend notamment lorsque les harpons viennent s'enfoncer dans le camion. C'est alors le son d'une baleine blessée qu'on peut entendre. Alors c'est subtil, mais c'est présent. Vous aviez remarqué vous? Parce que moi, pas du tout. Et que serait Mad sans Max? Eh bien justement, parlons de Max. Vous saviez qu'il avait un nom de famille? Moi, non. Eh bien c'est Rokitansky, ou comme disent les ricains, Rokitansky. Et vous saviez qu'il était inspiré de Karl von Rokitansky, médecin pathologiste du 19e siècle? Bah maintenant vous savez. Le personnage taiseux joué par Tom Hardy ne prononce que 52 répliques durant toute la durée du long métrage, à une de plus. Et encore, on compte la voix off d'introduction. Tom Hardy a beau ne pas avoir grand chose à dire, il a beaucoup à offrir. Car un jour de forte chaleur, l'équipe était à bout de nerfs, il a décidé de louer un camion de glace pour en faire profiter toute l'équipe. Chic type, hein? Alors chic type, oui, mais chic nana aussi. Oui, parce que comment ne pas parler de l'impérator Furiosa, joué par Charlize Theron. Charlize Theron, icône féminine, sex symbole, femme forte et badass. Charlize Theron n'aurait-elle donc aucune faille? Et si je vous disais qu'elle déteste le sable? Si, non mais je vous assure, vraiment, elle déteste le sable. Elle a prévenu George Miller dès le départ de son aversion pour le sable et la poussière. Et contre toute attente, elle lui a dit « Je te préviens parce que je peux utiliser ça ». Et donc chaque jour, après s'être costumée, elle sortait dehors, se roulait dans le sable et la terre. Pour elle, c'est une manière quelque part de faire ressentir l'inconfort de son personnage dans cet environnement hostile dont elle souhaite s'échapper. Moi je dis « Chapeau madame ». Chapeau. On a vu que pour Dune partie 2, Stellan Skarsgård avait dû passer près de 8 heures par jour à se faire maquiller pour entrer dans le rôle du baron Harkonnen. Dans Mad Max, Nicholas Hoult n'en passait que 2 heures par jour à se faire pomponner. Quant à Charlize Theron, à part se rouler dans le sable, elle se contentait simplement de se couvrir le visage de graisse. Cela dit, elle s'est aussi rasé le crâne en vrai, et ça ne repousse pas en quelques heures. Malgré le pragmatisme de son maquillage, elle conservait toujours avec elle une trousse de maquillage et un miroir pour effectuer quelques retouches de dernière minute. Tom Hardy n'avait pas grand chose à faire pour se rendre iconique, à part peut-être porter la veste en cuir que Mel Gibson lui-même portait dans Mad Max 2. Il s'agit là d'une version recréée sur mesure pour Tom Hardy. Et n'oublions pas que pour le cas d'Immortan Joe, joué par Hugh Keays-Byrne, c'était tout un attirail qui devait être porté. Tout le costume a pour vocation de rappeler un être quasi divin, puissant, intouchable, tout en restant dans cet esprit pratique qui veut que chaque objet ait un sens. Par exemple, son masque aux dents de cheval lui permet de filtrer l'air pollué. Et tout le film est truffé de détails comme ça. Ça va des costumes aux véhicules, tout doit avoir un sens. Il apparaît donc évident que nous sommes face à une œuvre plus riche et profonde qu'une simple course-poursuite testostéronée. Tout d'abord, il faut savoir que la saga Mad Max a été pionnière dans la représentation d'un monde post-apocalyptique au cinéma. Elle a aussi influencé de nombreux cinéastes tels que Kevin Costner avec Waterworld et Postman, dont on parlera peut-être un jour. George Miller explique vouloir comparer son cinéma, très intense, physique et visuel, à de grands spectacles musicaux. Pour moi, les films d'action sont comme une sorte de spectacle musical mis en images, et Fury Road se situerait entre le concert de rock et de l'opéra. Mon souhait est de faire décoller le public de son siège et de l'entraîner dans une chevauchée chaotique et de mouvementée qu'au passage on apprenne à connaître ses personnages. Je trouve que tout est dit, hein. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu le film, prenez votre voiture, vélo, trottinette, mettez votre ceinture, casque, lunettes et foncez le voir. Vous ne le regretterez certainement pas. Et voilà que la vidéo touche à sa fin, mon mock est terminé. Comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup d'étapes. Ce fut challengeant, je reste encore novice dans la création de voitures en Lego. Moi, c'est plutôt les vaisseaux spatiaux en général ou les châteaux forts, mais j'ai pris du plaisir et c'est l'essentiel. Pour ce qui est des couleurs, étant toujours daltonien, hein, je n'ai pas changé entre deux vidéos, je n'y accorde pas vraiment d'importance. J'ai fait simple, du gris, du noir, une touche de blanc. J'ai voulu donner un aspect brut presque rocailleux à l'arrière
et plus sportif et musclé à l'avant, avec tous les tuyaux et pots d'échappement. On peut y glisser 3 figurines assises et une dernière debout. Pour ce qui est des éléments mouvants, le pare-brise inférieur s'enlève et les roues avant peuvent tourner, tandis qu'à l'arrière, le lance-flamme est orientable de haut en bas. En bref, c'est une interprétation des véhicules Mad Maxiens, clairement inspiré du Giga Horse d'Immortan Joe. J'espère vous avoir fait découvrir quelques infos et anecdotes qui feront de vous un être éclairé en société. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Vous trouverez en description le lien pour télécharger gratuitement le manuel d'instruction du Madcar. Je vous invite évidemment à rejoindre mes réseaux, Instagram, Twitch, ma chaîne secondaire YouTube, celle-ci si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, tout le soutien est bon à prendre, c'est important pour moi pour faire décoller la chaîne. Merci beaucoup pour tous ceux qui le font et qui le feront. Merci à vous. En attendant ma prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur Twitch et retrouver mes replays sur ma chaîne secondaire. Ah, et restez bien donc jusqu'à la fin, un petit indice sera à déceler parmi le générique de fin. Tendez bien l'oreille, c'est un indice auditif. Mettez en commentaire si vous pensez avoir trouvé. À la prochaine! Putain de Dieu! Pour vous, je suis un casse-cou. Quand je vole, prenez en bonne note mon équipage et mon avion. Voilà ce qui passe en premier. Bon, je peux terminer ma phrase, lieutenant. Mon appréciation de vos performances était justifiée. Vous le pensez? Oui, je le pense.